La réponse de la Fédération de Russie est déjà arrivée sur plusieurs points. De plus, nous allons parler de la situation de l'Ukraine à Kupiansk et de ce qui s'est finalement passé avec ce sous-marin que l'Ukraine aurait soi-disant coulé. Mais en réalité, il pourrait bien s'agir d'un énorme ridicule de la part des services de renseignement ukrainiens et de tout l'Occident collectif. Puisque pour l'instant, la Russie a démenti les faits avec des images. Et de quelle manière ? Voyons aussi comment les choses se passent en général sur le front ukrainien. Y a-t-il quelques surprises? Nous avons tous les détails, nous avons les dernières analyses et surtout les réactions les plus à vif. La réponse de la Fédération de Russie consiste à démentir la propagande occidentale. D'une part, deuxièmement, bien sûr, cela va se faire par des attaques directes, principalement contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine et l'infrastructure portuaire du pays. Si vous me suiviez sur ma chaîne Telegram, je vous raconterai déjà sur le canal privé où se trouvent les toutes dernières informations sur ce qui se passe. Notez notamment les avancées sur le front et le conflit ukrainien, mais aussi sur ma chaîne Telegram générale. Je vous ai averti il y a quelques jours que la Russie préparait une attaque d'une ampleur considérable pour la fin décembre. Mais maintenant, je sais qu'à cette attaque va s'ajouter au moins une autre attaque d'une ampleur intermédiaire, et là, nous parlons très précisément d'une attaque, je le répète, contre la région d'Odessa. Celle-ci, en particulier, sera en quelque sorte la réaction de la Russie à ce que l'Ukraine a récemment mené, ses sabotages avec l'aide occidentale. Mais en réalité, cela pourrait non seulement ridiculiser l'Ukraine elle-même, mais aussi directement tout l'Occident. À savoir, mais regardez maintenant. De plus, l'Occident y joint des images satellites. C'est précisément là que le démenti de cette information arrive de la part de la Fédération de Russie, car il s'avère que la Russie a commencé à jouer sur le terrain médiatique. Cela m'a énormément surprise, mais c'est ce qui se passe. Le ministère de la Défense russe en a-t-il eu assez de ne rien faire du tout à chaque nouvelle attaque ukrainienne, surtout sur le plan médiatique? Et ils ont dit « ça suffit, on en a marre, on va arrêter de tourner autour du pot et faire ce qu'on aurait dû faire dès le début, je pense. » Maintenant, il s'agit d'y aller avec toute la vérité, de montrer les faits qui, effectivement, sont des images absolument directes. La Fédération de Russie. De plus, le ministère de la Défense du pays a fait des déclarations très fermes qui ridiculisent la propagande ukrainienne. Des images où, effectivement, ils ont sorti des images satellites. Si vous regardez la première image, comment c'était sur le quai, on parle de Navarassis, ici on passe déjà à la deuxième image, où effectivement il est assez détérioré. Mais bon, il se pourrait que les dégâts aient été causés précisément par le quai et non par le sous-marin de la Fédération de Russie. Et si c'était justement la clé de toute cette affaire? La presse occidentale publie des images satellites du quai de Novorossiysk, où l'Ukraine a effectivement tenté de mener une attaque sans précédent contre la Fédération de Russie. Sur les images, on peut voir des traces d'une explosion sur le quai près de l'un des sous-marins diesel de type Varsavianta. Aucun dommage visible n'est observé sur la structure de la coque. Bien qu'hier, le service de sécurité d'Ukraine ait affirmé que le sous-marin avait effectivement été détruit, alors c'est ici que nous nous arrêtons. Juste devant les images jointes par la Fédération de Russie elle-même, des images jointes par la Fédération de Russie elle-même, des images occidentales, des images satellites. Novorossiysk, où l'Ukraine a effectivement tenté d'attaquer la Fédération de Russie. Perron des décennies entre midi. On affirme qu'il ne s'agissait pas d'un sous-marin de la flotte de Novorossiysk, mais cela correspond à la tentative ennemie de tout vérifier avec un appareil sous-marin sans équipage. Aucune aile n'a atteint ses objectifs. Le sous-marin D et Slavkina de la flotte de la mer Noire, base navale russe. Et aussi leurs équipements et versions n'ont pas été endommagés. Son service dans le régime d'État,
Je répète, du ridicule le plus retentissant dans lequel la propagande ukrainienne a l'habitude de tomber jour après jour. Je voulais justement vous montrer cette image parce qu'ici on voit parfaitement ce que c'est. Le quai est entouré et il y a une sorte de porte qui s'ouvre et se ferme. Mais malgré tout, je comprends que le drone ukrainien a réussi à s'infiltrer. Par exemple, quand un navire entrait par là, je ne sais pas, quand les portes étaient ouvertes, il a dû en profiter pour passer. Je ne sais pas si ce drone en particulier aurait eu la capacité d'attendre là jusqu'au moment de l'attaque. Quoi qu'il en soit, effectivement, il est parfois impossible de protéger à 100% l'espace aérien, maritime et terrestre, et je pense que ce genre de choses finit par arriver, c'est tout à fait normal. D'une part, nous avons la preuve avec cette image que la Fédération de Russie met en place toutes les mesures dont elle dispose. C'est effectivement pour éviter les attaques en question, mais ce n'est pas toujours possible. Cela dit, l'attaque ridiculise surtout la partie adverse. La propagande ukrainienne, comme toujours, profite de la confiance absolue que lui accordent pour les médias occidentaux. D'une part, certains analystes, même ceux qui ne sont pas censés être pro-OTAN, y compris au sein de la Fédération de Russie. Allons, certains d'entre nous en ont assez de parler, enfin, de dénoncer ces correspondants de guerre russes qui, pour une raison ou une autre, via ce courant qui a été créé. Surtout depuis Prigojine, ils sont trop habitués à critiquer tout ce que fait le ministère de la Défense russe, et pourtant, en Russie, il n'y a pas de liberté d'expression, il y a une terrible dictature. Eh bien, il y en a certains qui n'arrêtent pas de critiquer le ministère de la Défense du pays. Et en gros, ce qu'ils disent toujours, c'est que c'est l'attaque ukrainienne. Au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas bien vu, en gros, ce que disent certains, c'est que bien sûr, c'est parce que l'Ukraine l'a dit. Eh bien, écoutez, ça doit être vrai, mais pas forcément, parce que ce sont les données de base que nous avons. Effectivement, ici, on voit cette énorme explosion, mais on ne sait pas si le sous-marin a été endommagé. Sinon, hier, nous n'avions pas d'informations de la part de la Fédération de Russie dès leur arrivée, donc nous en avons parlé en direct le plus strict. Aujourd'hui, nous avons ces images où la Russie conteste la version principale. Nous pouvons désormais nous appuyer sur quelque chose. Au moment de dire, eh bien, regarde, peut-être que la Russie a raison, peut-être que l'Ukraine a raison. Quoi qu'il en soit, nous parlons ici du fait que, dans cette attaque en particulier, le Royaume-Uni a fourni à l'Ukraine la technologie sous la forme de ce drone sous-marin qui a effectivement fini par mener l'attaque. Les États-Unis ont très probablement fourni à l'Ukraine des données de renseignement, ce qui concerne des images satellites, des avions de reconnaissance, des informations sur le système de défense du port, les horaires de passage des navires. En définitive, c'est sans doute le tableau le plus complet. Voyons si vous devinez d'où ça vient, et s'il y a un doute, je vous le dis tout de suite. Le tableau le plus complet de ces faits est fourni directement à l'Ukraine par les États-Unis, c'est-à-dire pratiquement en temps réel. Même avec tout cela, l'Ukraine n'est pas capable de mener une attaque ne serait-ce qu'un peu réussie. Ridiculisant la technologie britannique, les données de renseignement américaines et, au passage, leur propre pays, ce à quoi le régime de Zelensky est déjà totalement habitué. Voyons voir, nous avons déjà dit que cette attaque ne représenterait pas vraiment grand-chose. En termes que la Fédération de Russie, même si elle perdait un sous-marin, devrait effectivement répondre à l'Ukraine. En réalité, elle en profiterait encore plus maintenant, comme nous allons le voir. Les combats sont beaucoup plus féroces, il y a plusieurs localités disputées. En définitive, ce que nous voyons ici, c'est le prétexte parfait pour que la Russie sorte toute son artillerie, pas la plus lourde, loin de là. Cela aussi, nous devons en être bien conscients, mais pour que la Russie sorte toute son artillerie, pour qu'elle aille en Ukraine détruire son système énergétique. Il semble que le régime de Kiev ne se préoccupe même pas de ces faits. C'est une sorte de modèle de sous-marin pour que vous puissiez vous faire une idée de quel sous-marin aurait soi-disant été coulé par l'Ukraine. Mais comme nous le voyons déjà, selon la partie russe, il tient parfaitement debout, donc d'un côté, la Russie nous surprend beaucoup. La réponse militaire reste encore à venir et je sais qu'elle est en cours de coordination, je le répète, surtout contre l'infrastructure portuaire ainsi que contre l'infrastructure énergétique d'Odessa et de la partie orientale de l'Ukraine. Lors du direct d'hier, nous avons déjà vu qu'une grande partie de l'Ukraine se retrouve sans électricité.
Elle est sur le point de se retrouver pratiquement sans aucun moyen de subsistance. Les gens sont obligés de faire frire des œufs en utilisant pratiquement un chalumeau. C'était comme une sorte de grand chalumeau. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de faire l'idiote et continue d'essayer de le faire. On ne comprend pas très bien contre l'infrastructure. L'Ukraine, tout contre l'infrastructure et surtout l'infrastructure de l'Ukraine. Contre l'infrastructure de l'Ukraine et sur l'infrastructure de l'Ukraine, contre l'infrastructure de l'Ukraine et surtout contre l'infrastructure et surtout contre l'infrastructure. Tout contre l'infrastructure de l'Ukraine, surtout contre l'infrastructure de l'Ukraine et surtout contre l'infrastructure de l'Ukraine, tout contre l'Ukraine, surtout. Il semble qu'ils soient capables de dépasser cette sorte de limite qu'ils se sont fixées eux-mêmes. Du ridicule le plus absolu qu'ils vivent de façon pratiquement constante. C'est-à-dire qu'ils essaient d'attaquer la Russie un jour sur deux, de le faire de la manière la plus spectaculaire, de provoquer une réaction de la Russie, peu importe si tout part en vrille, si la guerre devient totale. Cependant, nous avons à peine les images. Ce qui est triste dans tout cela, c'est que les médias occidentaux ont déjà diffusé les images sur tous les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens ont vraiment cru que c'était la vérité pure, et que par conséquent, l'Ukraine a effectivement mené à bien l'attaque en question. Les mêmes médias qui ont présenté cela comme un immense succès ukrainien. Je doute fortement qu'ils vont le démentir maintenant que nous avons la confirmation de tout le contraire de la part de la Fédération de Russie. Voilà ce qu'est la liberté de la presse à l'ukrainienne. En tout cas, le service de sécurité d'Ukraine, qui a essayé de présenter tout cela comme une grande victoire, a fini par passer pour un organisme digne d'un vrai clown, qui maintenant essaie, et nous allons voir tout de suite, de négocier sa liberté et sa sécurité, et il semble bien qu'il soit déjà en train de parvenir à un accord. Pendant ce temps, la Russie doit faire face au fait que des avions de reconnaissance américains, oui, mais qui sont maintenant remplacés par des avions de reconnaissance européens, survolent la mer Noire, prennent position, prennent donc aussi des photos, c'est-à-dire qu'ils enquêtent sur la situation. C'est un avion espion électronique de l'armée de l'air italienne. Il s'agit précisément du Gulfstream 550 et il a remplacé les avions de reconnaissance américains en mer Noire. L'appareil survole le port de Constanța en Roumanie. Et bien sûr, il essaie, j'imagine, de recueillir des informations à utiliser, par exemple pour une future attaque contre la Fédération de Russie en survolant le port de Constanța. Et, selon la version, l'avion aidera en fait les forces armées ukrainiennes à repousser une future attaque de la Fédération de Russie. Cela dit, la réponse russe aussi, bien sûr, sera d'ordre militaire. Ici, nous avons la localité de Kupiansk, que l'Ukraine, je vous le rappelle, affirmait récemment contrôler totalement, avoir déjà sous son entière domination. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est exactement la réalité, car ici la Russie a également montré certaines images et nous avons directement des déclarations de soldats de la Fédération de Russie depuis Kupiansk. Nous avons la géolocalisation de ces positions et par conséquent, nous connaissons la réalité des choses. Du point de vue de la Fédération de Russie, Kupiansk est actuellement devenu l'un des points de base du front médiatique entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, en théorie, est là-bas, remportant victoire après victoire. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la Russie applique sa stratégie classique et, je dirais, sa stratégie la plus brillante. Et en fait, Kupiansk sert maintenant essentiellement d'appât grâce auquel la Russie parvient à progresser sur d'autres fronts. Comme par exemple Gouliaï-Polier, dans ces termes, on l'estime. Je l'ai déjà publié sur ma chaîne Telegram, vous pouvez le lire plus en détail et me suivre là-bas. Au passage, car il y a toujours les toutes dernières informations, l'actualité la plus récente du conflit ukrainien. Peu de publications, mais extrêmement précieuses. Ce n'est pas parce que c'est moi qui publie. Allez, vous pouvez déjà me suivre là-bas. Alors, je vous parlais du fait que Gouliaï-Polier tomberait très probablement très bientôt. Il y a quelques sources assez fiables. Certaines d'entre elles parlent d'une chute avant Noël. D'autres sources affirment que la Russie n'entrera pas à Aridjab. J'ai analysé la situation avec des militaires russes et il est très probable qu'ils choisissent de contourner cette localité. Et elle est déjà aux portes de la capitale de la région, Zaporojie, qui est la ville de Zaporojie. En effet,
L'Ukraine concentre maintenant toutes ses forces dans l'entonnoir de Kupiansk, envoyant en masse ses soldats pour tenter de sauver une forteresse, du moins en termes médiatiques. Elle affirme qu'elle contrôle pratiquement la localité. Elle fait absolument tout ce qui est possible et même l'impossible pour prouver que les forces armées de la Fédération de Russie ne sont plus présentes ni attendues dans la majeure partie de Kupiansk. Pendant ce temps, voici les images que nous transmettent et nous envoient les propres soldats de la Fédération de Russie. Le 15 décembre 2025, nous, les combattants de la Fédération de Russie, sommes dans les rues de la ville russe de Kupiansk. Nous adressons nos salutations au président Périmé. Nous l'admirons pour ses compétences en matière de réseaux neuronaux. La flèche rouge où vous voyez ces lettres rouges indique également l'endroit où ces images ont été prises. Tout près, pratiquement au centre de Kupiansk, tout près en fait de la stèle où Vladimir Zelensky aurait soi-disant pris des photos. Et cela contredit le fait que les forces armées ukrainiennes contrôlent la localité. En soi, cela, c'est-à-dire la vidéo, est absolument vérifiable. Cela signifie donc que la rue autour d'eux. J'aime beaucoup cette pique qu'ils lancent à Zelensky. Nous saluons le président expiré de l'Ukraine et nous nous émerveillons de sa maîtrise de l'intelligence artificielle. Il suggère que Zelensky n'est jamais allé à Kupiansk, même si je pense qu'il y est allé. Le problème, c'est qu'on publie des images manifestement préenregistrées provenant de cette adresse. Actuellement, toute l'attention médiatique se concentre sur lui, ce qui convient à la Russie pour progresser. C'est une stratégie qu'il utilise depuis peu, presque systématiquement, et qui est comparable à celle d'Artyomovsk, l'ancienne ville de Bakhmout. Ce qui se passe en ce moment à Kupiansk, parce que Syrski et Drapati, en particulier celui qui est responsable de la direction de Kupiansk, envoie pratiquement sans retenue des centaines et des centaines de soldats ukrainiens presque du jour au lendemain. Et il essaie ainsi de faire face à la Russie en profitant d'ailleurs de l'une des stratégies les plus connues que la Russie a appliquées récemment. Pour progresser sur le champ de bataille, il s'agit de faire entrer de petits groupes de militaires, disons, de s'infiltrer dans les défenses ennemies, de passer par les forêts, d'agir plutôt comme des groupes de forces spéciales, c'est-à-dire en se camouflant dans l'environnement et en créant de petits foyers de résistance. Petit à petit, réunir ces groupes jusqu'à former une armée bien organisée dans chaque localité. C'est une stratégie que la Russie a précisément utilisée à Krasnoïarsk, anciennement Pakrovsk, et c'est la stratégie que l'Ukraine essaie d'utiliser en ce moment. Une stratégie qui, pour l'instant, ne semble pas vraiment porter ses fruits, et c'est ce que confirment certaines sources directement sur place. Le cas de Kupiansk, ainsi que tous les événements survenus, démontrent une fois de plus l'importance du soutien informatif dans les actions militaires. Et en ce sens, le ministère de la Défense de Russie apparemment agit de manière de plus en plus raisonnable et de plus en plus intelligente. Il est intéressant qu'après l'apparition de cette vidéo de Kupiansk, on puisse faire une petite pause, mais cela n'éclaircit pas complètement la situation. Le contrôle russe de la partie centrale de la ville, en général, ne peut pas être remis en question. À partir de là, cependant, le débat s'est concentré sur la compréhension, du moins au sein de la Fédération de Russie, des réserves ukrainiennes que Drapati a réellement engagées au combat et des missions qui leur ont été confiées. Au minimum, il a été question d'une tentative de percer les positions russes et d'une sorte d'action symbolique. Les attaques du nord-ouest et du sud-ouest ont bien eu lieu, mais comme prévu, la puissance de feu russe sur place s'est avérée bien supérieure. Les réserves ukrainiennes semblent s'être épuisées beaucoup plus rapidement que prévu. En conséquence, toutes les tentatives pour débloquer la ville ont échoué pour le moment. Dans ce contexte, il vaut la peine de réexaminer attentivement les déclarations de certains blogueurs, y compris certains Russes, selon lesquels les forces armées ukrainiennes étaient presque arrivées au centre de Kupiansk et toutes les positions russes étaient sur le point d'être perdues. Dans cette même catégorie se trouve l'histoire du voyage de Zelensky à la stèle pour prendre un selfie, à supposer que cela se soit vraiment produit un jour. Et ici, c'est-à-dire,
s'il s'agit vraiment d'images préenregistrées ou même d'images créées directement par intelligence artificielle. Voilà la situation en ce moment au point le plus chaud du front russe, du front russo-ukrainien ou du front russo-otanien. La ville de Kupiansk en Ukraine subit toute la pression là-bas. D'une part, pour essayer d'occulter ce qui se passe en ce moment à Krasnoarmysk et Dimitrov, les anciennes Pakrovsk et Mirnograd-Pakrovsk, déjà sous le contrôle total de la Fédération de Russie. Mirnograd sur le point de tomber complètement encerclé. Les forces armées ukrainiennes n'arrivent pas à évacuer leurs soldats de là-bas, elles essaient maintenant de se disperser, de partir ou de quitter la localité à travers champs, ce qui est extrêmement difficile. Et là, ils utilisent Kupiansk comme une sorte de soutien médiatique, comme une sorte de joker pour essayer de s'en sortir afin que le ridicule ne soit pas aussi monumental. Pour que les médias occidentaux et surtout les médias ukrainiens aient un peu de matière à jeter dans cette poêle de la guerre où la majeure partie de l'armée ukrainienne s'épuise au steak russe fait de véritable viande hachée. Cela dit, ils s'en fichent complètement. Ça leur est totalement égal et ça ne leur posera aucun problème. Parce que cette stratégie russe, la plus brillante de toutes celles que la Russie a utilisées dans cette guerre, à laquelle nous allons encore consacrer du temps, un rapport complet qui repose précisément sur le fait de ne donner à l'Ukraine aucune raison d'arrêter de se battre. Par exemple, à Kupiansk, c'est-à-dire à un endroit, même énerver l'Ukraine en disant « Regarde, tu n'as vraiment aucun contrôle sur ce territoire », comme viennent de le faire les soldats russes. Mais ensuite, continuer sans mettre à jour la situation ni dire grand-chose. En termes médiatiques, tout est soi-disant couvert par le brouillard de la guerre, ce qui permet à l'Ukraine de tenter chaque petite victoire suivante. Et aussi d'essayer de la présenter dans les médias comme une victoire extrêmement grande et significative. Ce qui se traduit en fin de compte par l'épuisement des réserves ukrainiennes qui devraient maintenant être en train de défendre d'autres localités, parmi lesquelles, par exemple, la ville de Goulaïpol, que la Russie est sur le point de prendre. Et selon certaines sources, cela ne prendra pas plus de 2 semaines, au maximum 1 mois, ce qui est un sacré résultat, surtout si l'on part du principe que récemment, la Russie à Zaporijia, on ne pouvait même pas imaginer qu'elle avancerait autant. C'est-à-dire que pendant que l'Ukraine essaie d'user la Russie à Kupiansk, ou surtout pendant que l'Ukraine essaye de sauver la peau du régime de Kiev à Kupiansk, et surtout l'image publique de celui-ci. La Russie avance sur d'autres fronts, dans d'autres zones, elle contrôle d'autres territoires, et ainsi, petit à petit, jusqu'à la victoire finale. Vu la situation actuelle, cela ne peut être remis en question par quiconque ayant un minimum d'objectivité.